Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre balade de l'été, toujours sur le parcours de l'Escapardenne, ce fameux parcours pédestre de 106 km entre le Grand-Duché du Luxembourg et La Roche en Ardennes. On démarre cette deuxième étape ici à Clairvaux où on a terminé la première. Ce deuxième jour de marche nous emmènera depuis Clairvaux jusqu'au moulin d'Asselborn. Durant cette promenade de près de 19 km, nous découvrirons les vestiges d'un avion allié abattu durant la Deuxième Guerre mondiale, avant de nous intéresser au couvent de Cinq-Fontaines, un autre lieu chargé d'histoire. C'est donc à Clairvaux que nous démarrons cette deuxième étape, à nouveau avec nos deux guides, Claude Schiltz de l'association Naturumwelt et Sébastien Est du parc naturel des Deux Ourtes. Alors Sébastien, à quoi peut-on s'attendre en termes pédestres ici pour cette deuxième étape, donc entre Clairvaux et Asselborn? Donc on a une étape de 20 km aujourd'hui, plus ou moins 550 mètres de dénivelé positif. Donc c'est un peu plus relax que la première qui était assez sportive. Et donc on va ici commencer quelques kilomètres le long de la vallée en sortant de Clairvaux avant de rejoindre une forêt assez mystique qui est la forêt de Bayschent. On va redescendre sur Mollesmillen et après on va rejoindre Trois-Vierges qui est bien connu par les Belges aussi. Et de Trois-Vierges, on va aller vers le village de Zassel et ensuite rejoindre Asselborn par la vallée du ruisseau de Troine. Et pour démarrer cette deuxième étape, on est ici à la chapelle Loreto de Clairvaux. Alors Claude, tu peux nous donner quelques explications par rapport à cet édifice? Oui, donc on se trouve sur une petite butte en face de la gare de Clairvaux, à une petite distance de Clairvaux centre, et ici en 1762 a été construite une chapelle de Loreto qui a été construite un peu partout en Europe à ce moment-là, lors de la contre-réforme, toujours sur une butte en dehors du village avec une allée d'une certaine grandeur qui relie la chapelle au village, à la ville. Mais on a aussi un ermitage qui se trouve devant nous. Et sur le site de l'Ermitage, il y a beaucoup de murs sèches d'un ancien jardin de l'Ermitage qui ont été rétablis récemment et que ça vaut le détour. Il y a d'autres endroits qui valent le détour sur cette étape. Je vous propose qu'on la commence directement. C'est parti, on vous suit. Sympa ce petit sentier. Ben oui, c'est un nouveau sentier qu'on a fraîchement créé pour l'Escapardenne justement. C'est beaucoup mieux que la route nationale avec les camions. On a fait ça pour éviter plus de 3 km de route. Ok, donc le sentier. Et on va arriver sur une passerelle qui a été spécialement créée pour le projet. Donc voilà la fameuse passerelle pour passer la rivière et les chemins de fer. Ok, donc là on traverse la Volts, c'est ça? On traverse la Volts, oui. Et quelque part après le pont, ça va devenir la Clairve. On va tous boire. Ah bah mince, tu fais semblant. C'est notre passage à Gué. Bah non, c'est notre prêt. Ryan. Alors ici, on passe dans un endroit assez particulier. Il y a un avion allié durant la Deuxième Guerre mondiale qui s'est crashé, c'est ça? C'est ça, oui. Qui contribue un peu l'aspect mystique de cette forêt qu'on vient de traverser, dont Sébastien avait parlé tantôt. Il va y avoir
un monsieur qui a grandi ici, près de cette forêt. Et qui connaît très bien l'histoire de cet avion. Ouais, monsieur Gilles Wunsch. Bonjour Gilles. Bonjour Ça va et bienvenue. Merci. Alors on se trouve ici dans un endroit que tu connais particulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé ici pendant la Deuxième Guerre mondiale? Ce qui s'est passé ici, c'est que presque déjà à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le 21 mars 1945, un avion anglais, un Lockheed Hudson, en mission et au retour vers l'Angleterre a été abattu par un chasseur allemand. Il y avait six personnes à bord, donc il y avait les 2 pilotes, il y avait un navigateur, il y avait un bombardier et ce qu'il y a, c'est donc un équipage composé par des Anglais et des Belges, comme vous le voyez sur ces tombes-là. Pour ce qui est de l'avion, il s'est écrasé, il est venu de ce côté-là, il s'est écrasé vraiment dans les bois, dans les forêts ici, et voilà ce qu'il en reste. Donc les 2 ailes, il y a les 2 moteurs, une partie de l'empennage, donc une partie de la queue de l'avion, et c'est à peu près à cet endroit même que les 6 personnes à bord sont mortes dans le cockpit. C'est à peu près ici que se trouvait le cockpit, et c'est là qu'ils ont été enterrés. Et voilà le monument qui reste. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir cet endroit de mémoire. Merci Nous, à on vous. va poursuivre notre route, hein, on vous suit les gars. À bientôt. À bientôt, bonne route. C'est assez intéressant de se dire que l'épave qu'on vient de voir, c'est pas le seul vestige d'un avion de la Deuxième Guerre mondiale qu'on va croiser sur notre chemin de l'Escapardenne. Et nous, en effet, on en trouvera sur la 5e étape, donc entre Nadra et La Roche-en-Ardenne, du côté de Béris-Ménil, au lieu dit les Crestel, où on a aussi un avion, le Joker, qui s'est écrasé. On le verra ce jour-là. Voilà, pour la dernière étape donc, de l'Escapardenne. Et ici, c'est un beau point de vue là, on arrive. Et oui, on arrive à la Zidoschlee, donc du côté de Trois-Vierges, avec un beau panorama sur le village de Trois-Vierges. Ah ouais. Et donc il faut savoir que sur l'Escapardenne, on retrouve plus ou moins 45 points de vue sur les 106 km, donc 45 points de vue remarquables. Ok. Bel endroit pour casser la croûte, hein, ça. En effet, on va y aller. Hein. Avec vous. Ça fait un petit peu penser aux héros au niveau des rochers comme ça. En effet. Elven, c'est le nom luxembourgeois de Trois-Vierges. Ah ouais, C'est Ulflingen, Elven, les elfes. ok. Quand tu vas, il y a quand même moyen d'escalader le rocher, hein. Ouais. Mais sur les chemins tracés.
Alors Claude, pour notre prochain arrêt, on va rester dans le thème de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est un site historique très important qui a un long passé de moulins, de couvents, et plutôt glauque pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et on a expressément modifié le sentier pour qu'on passe vraiment sur le site. Depuis 2019, ce nouveau sentier a été intégré dans l'Escapardène. On a 2 personnes qui nous attendent. Oui, donc il y a Henri Judas et Marc Schönchen qui vont nous attendre pour nous expliquer le site. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors Marc Schönchen, Oui, vous c'est êtes moi. historien, Oui. et Henri Judas, merci de nous accueillir. Marc, tout d'abord, vous pouvez nous expliquer où on se situe, c'est quoi à l'heure actuelle le couvent de Cinq-Fontaines? Oui, donc on est sur le site du couvent de Cinq-Fontaines, qui est encore aujourd'hui un couvent, qui abrite encore quelques pères du couvent de Sacré-Cœur. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc pendant l'occupation allemande du Grand-Duché de Luxembourg, les Allemands avaient installé ici une sorte de maison de retraite qui était prévue pour accueillir les personnes juives qui à ce moment étaient encore au Grand-Duché de Luxembourg. Pour les personnes qui étaient ici, c'était quelque chose de très très spécial parce qu'ils croyaient vraiment d'arriver ici dans une maison de retraite pour passer les derniers jours ou les derniers mois ou années de leur vie. Mais en effet, c'était seulement une étape avant les déportations vers l'Est. On a une idée du nombre de personnes qui ont été déportées? Au total, il y avait autour de 300 personnes ici. Donc au début, c'était un groupe assez petit, une vingtaine de personnes qui préparaient tout ça. Et donc c'était en plusieurs vagues où les personnes juives arrivaient ici. Mais le nombre n'était pas très constant, comme il y avait en permanence des déportations, dont la première en octobre 1941. Donc en août, l'ouverture de la maison de retraite, et déjà en octobre 1941, la première déportation où des personnes qui étaient ici ont dû prendre les trains vers la Pologne, et ça continuait en 1942 et en 1943. Et voilà, c'est en 1943 où termine l'histoire du couvent ou de la maison de retraite juive de Cinq-Fontaines. Alors Henri Judas, vous avez un lien vraiment particulier avec cet établissement, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement? Une de mes grand-mères était ici et elle avait une 60aine d'années et elle faisait partie du transport numéro 3 et qui allait vers Ispica. C'était un gâteau. En fait, c'était un camp de transition où les gens étaient amenés pour attendre que les grands camps de mise à mort qui s'appelaient Sobibor, Balzac et Majdanek étaient construits. Et pendant ce temps, ils devaient pratiquement attendre quelques mois dans cet endroit absolument lugubre de Ispica. Vous avez su trouver des traces de votre grand-mère après sa déportation? Non, il y a de la littérature sur Ispica et on sait que les gens arrivaient dans la nuit avec des trains, ils ne savaient pas où ils étaient dans ce gâteau qui avait place pour 1000 personnes et il y avait une quinzaine de 1000 personnes qui arrivaient la nuit, ils devaient essayer de dormir quelque part, ils pouvaient dans les habitations, il n'y avait plus de place, ils dormaient dans la boue devant et chaque matin, il y avait des soldats qui sont venus et ils ont amené 100 à 200 personnes au cimetière d'Ispica et ils les y ont exécutée. De cette façon, je ne sais pas où elle est morte, ma grand-mère. On soupçonne qu'elle est morte à Balzac. En mémoire à toutes ces victimes, un monument a été érigé ici sur le site de Cinq-Fontaines. En tout cas, merci d'avoir pris le temps à tous les deux de nous accueillir et de nous faire part de ce moment d'histoire qui malheureusement font partie des lieux que nous visitons via cette Escapardène. Merci à vous. Merci.
La clôture, ça n'a rien à voir avec les sangliers. Elles sont où les ruines? Ah ouais, ok. Ah ben voilà, on nous a chauffé la place. On va boire un petit coup. On passait directement dedans. En fait, on est passé dans un canal d'alissage et là on va passer dans le canal du moulin. Ah, ça donne bien à fond ici. Pour le moment, tout le temps. Regarde le mur maintenant, le rocher. Voilà, on arrive au but de cette deuxième étape, le moulin d'Asselborn. C'est quel genre de lieu ça, Claude? Pour moi, c'est un lieu paradisiaque. C'est donc l'ancien moulin à banc d'Asselborn, en fond de vallée, avec les villages sur les hauteurs, près du ruisseau de Troine, est transformé en hôtel-restaurant. D'accord. Et qui respire un peu la tranquillité. Et proche de la nature. Ils ont fait plein d'aménagements pour la nature. Puis d'ailleurs, Antoine, on verra le propriétaire, il est là. Il pourra te répondre à toutes tes questions. Et pourquoi pas nous servir une petite bière, on l'a sans doute C'est mérité. bien aimable. Eh ben c'est sympa ici. Bonjour, Bonjour. Robert Nilos. C'est ça, bonjour. Vous êtes Enchanté de vous accueillir ici. Bah, merci de nous accueillir dans un cadre aussi magnifique, paradisiaque, hein, comme tu disais, Claude. Ce moulin, cette auberge, c'est quoi son histoire? Depuis combien de temps ça existe? C'est un des plus anciens moulins du Luxembourg. Son histoire commence dans la littérature en l'an 1036. C'est l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves qui l'évoque pour la première fois dans ses papiers. Après, on retrouve le moulin après la Révolution française. Il a été remis au peuple par une enchère publique. C'était toujours la production de blé, c'était aussi la production de nourriture pour les bétails. La maison est en possession de notre famille depuis 1981. Quand mon père, M. Léonil, un amoureux de la pierre, des vieilles pierres, a passé ici dans les Ardennes. Il a vu ça et c'était un coup de cœur. Il a acheté et pendant 3-4 ans, il s'est donné beaucoup de peine pour restaurer le bâtiment de façon à d'abord garder le cachet moulin, mais aussi d'un autre côté pour ouvrir le tout au public en y installant un hôtel, respectivement une auberge, restaurant, brasserie et une grande terrasse avec une super plaine de jeux pour les enfants. Alors je suppose que vous avez énormément de randonneurs qui séjournent dans votre établissement. Depuis que ce trail a été inauguré, c'est clair que nous avons beaucoup de personnes qui passent. Nous sommes une des étapes de ce trail. Et d'abord, nous avons eu un autre public, ou un public supplémentaire, un public peut-être un peu plus sportif que nous l'avions avant, et peut-être aussi un tout petit peu plus jeune, et ça rafraîchit un peu le tout. Qu'est-ce que vous proposez dans votre établissement? Est-ce qu'il y a des spécialités propres à votre auberge? Une des spécialités propres à notre auberge, vous pouvez la voir ici, donc c'est la Tratabar, et dans laquelle il y a beaucoup de truites. Et je dirais qu'une bonne partie, je ne dis pas toutes bien sûr, des truites qu'on peut manger ici au restaurant viennent vraiment de la Tratabar. Et les amoureux de la nature, ils peuvent acheter ici un permis pour faire de la pêche et, le cas échéant, si leur truite a la dimension nécessaire, on peut aussi la cuire directement dans la cuisine et peut l'avoir comme plat le soir. Ben parfait. Je pense qu'avec ça, on commande souvent une petite bière locale. On commande des bières locales. Nos bières locales viennent de Luxembourg, respectivement du sud du Luxembourg. D'accord. Ben, c'est peut-être l'occasion d'en goûter une parce que j'ai l'impression que mes deux camarades meurent de soif ici. Ben, je propose que le prochain successeur, peut-être, qui va s'en occuper, m'aidera à procurer les bières locales et on va en boire une. La maison l'offre. Eh bien, c'est super. Merci bien.
Eh bien voilà, messieurs, santé, merci pour votre accueil. Merci beaucoup. La deuxième étape de l'Escape Ardennes se termine donc sur cette note houblonnée. La prochaine, bien, ça va être le passage en Belgique. En effet, avec une étape transfrontalière à Solborn-ou-Falise. Voilà, Solborn-ou-Falise, le rendez-vous est pris. À la semaine prochaine et santé. Eh bien, elle fait du bien aussi celle-là.